Bonsoir tout le monde, c'est Phénotix Evolution, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler de la vaccination Pfizer-BioNTech. Je vais revenir par rapport au procès des médecins à Nuremberg. La différence entre l'ordre de l'État et les médecins est la conscience. Si l'État met en place une loi, un décret ou une sorte d'obligation de n'importe quel acte médical, le médecin, lui, doit agir avec sa conscience et respecter le serment d'Hippocrate. Il doit respecter également son patient et le patient a donc un droit, c'est le consentement libre et éclairé. Donc il peut refuser un acte médical. Et aujourd'hui, par rapport au vaccin Pfizer-BioNTech, on est dans une expérience médicale. Comme ça vient tout juste de débuter l'expérience sur les humains. On ne sait pas les effets néfastes, les effets secondaires sur le long terme. Je vais revenir par rapport au procès des médecins à Nuremberg et voici ce qui était dit. Donc, les accusés reportent les responsabilités sur le régime totalitaire hitlérien en général et en particulier sur les responsables en fuite, morts ou suicidés. Un médecin est non coupable puisqu'il est couvert par experts juridiques qui endossent la responsabilité. De même pour un médecin qui n'est que l'instrument d'une volonté étatique. L'accusé Fritz Fischer déclare que ce n'est pas le médecin Fischer qui agit, mais le soldat Fischer, tenu à l'obéissance, comme un aviateur qui doit lancer une bombe. Ce qui est arrivé n'a pas été provoqué par la cruauté, mais uniquement pour nos blessés, dans le cadre de l'État. Selon les avocats de la défense, la juridiction des régimes démocratiques ne peut s'appliquer aux actes commis sous un régime totalitaire, où les sujets n'ont pas de choix moral, leur destin étant fixé par l'État. Aujourd'hui, avec le coronavirus et cette pandémie mondiale, cette épidémie, il se passe un point. Pour la France, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence sanitaire, d'accord, qui nous sort d'une démocratie classique. Et aujourd'hui, sur les plateaux télé, on a des médecins sans conscience qui viennent faire la promotion de vaccins ou encore de médicaments. Fut un temps par rapport au Remdesivir, qui s'est avéré inefficace, voire même dangereux. Mais comme pour Ebola ça n'avait pas fonctionné, qu'ils se retrouvaient avec des quantités de médicaments sous les mains, alors ils ont refourgué à un prix astronomique. Et puis pour faire un peu d'argent en bourse sur le même passage. Concernant le vaccin contre la Covid, est-ce que vous dites à vos patients, les plus âgés, ceux qui sont en EHPAD, si vous en avez, est-ce que vous leur dites vaccinez-vous? Pour l'instant, je leur dis attendez. Je vais vous Vous leur dites attendez? Bien sûr. Y compris en 92 ans. EHPAD. 92 ans, la mamie, impeccable. Toute sa tête, toutes ses jambes, etc. Elle est toute joyeuse, etc. On lui dit, il faut peut-être se faire vacciner. On appelle la famille m'appelle. Je dis, écoutez, dans la mesure où elle est en pleine forme, laissez-la tranquille pour l'instant. Dans un mois, dans une semaine, en 3 semaines, je vous appelle, je vous dirai peut-être... Elle ne risque pas d'attraper le virus entre-temps? Mais attendez, elle a 92 ans. Elle peut aussi perdre la vie. Méfions-nous, parce que vous savez, à force d'avoir peur de la mort, nous avons peur de la vie. Donc nous avons peur de tout le monde. On nous terrorise. Ça, je ne suis pas d'accord. Le Conseil de l'Ordre des médecins, quel est son rôle? C'est de nous protéger. C'est de dire à nous, médecins, écoutez, ça c'est bon, le zinc, je n'ai pas entendu un mot. Azithromycine, non, surtout pas. L'hydroxychloroquine, surtout pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire qui est au fond une façon avec des liens d'intérêt qui sont, je ne dis pas qu'ils existent, mais les gens se doutent. Moi, des liens d'intérêt, vous pouvez m'en chercher, je n'en ai pas. Vous voulez dire quoi? Que l'ordre des médecins défend les grands laboratoires, pour être clair? Je ne sais pas s'ils les défendent ou ne défendent pas, mais ils donnent l'impression. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont terrorisés par l'ordre des médecins. Moi, ils cherchent à me terroriser. Et ils y arrivent? Non, je reste joyeux 24 heures sur 24. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Un mot encore, qu'est-ce que vous dites aux gens là qui hésitent à se faire vacciner? Vous leur dites n'y allez pas? Non, je leur dis, écoutez, il va falloir se faire vacciner, ça c'est certain, mais à partir du moment où on vous propose déjà, disons, au moins 3-4 vaccins... On ne pourra pas choisir, a dit le ministre de la Santé. Non, le ministre de la Santé, il n'y connaît rien, c'est un neurologue qui connaît que dalle. Donc c'est pas lui qui va me donner des ordres. Il n'y connaît rien, le ministre de la Santé? Mais non, il n'y connaît rien. Il est neurologue, il est ministre, il est dans la politique, dans les syndicats, etc. C'est pas lui qui va nous donner des ordres à nos médecins. Enfin, quand même. Nous sommes des médecins, nous avons fait des formations, nous avons une capacité à réfléchir. Bon. Ça veut dire quoi? Que vous refusez ce que vous dit le ministre de la Santé? Non, le ministre de la Santé, c'est pas lui qui doit me donner des ordres. C'est qui? Ben, c'est ma conscience, c'est ma... L'ordre des médecins? Ben non, parce qu'il n'en donne pas. Il n'en donne pas. Donc, c'est ma conscience et ma science. Ça veut dire que je bosse beaucoup. Bravo au professeur Henri Joyeux qui est passé sur CNews et qui a tout simplement mis les évidences, les vérités sur le plateau, sur la table. Donc il respecte le serment d'Hippocrate, il respecte ses patients et il respecte le consentement libre et éclairé. Chose que beaucoup ont oublié d'ailleurs. Maintenant j'ai une question pour vous, celle de savoir si vous faites confiance à ce gouvernement quand le ministre Darmanin est accusé par Sophie Spatz de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.
Ou encore quand le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été rattrapé par l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle il est soupçonné d'avoir favorisé sa compagne. Il a d'ailleurs été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre Lecornu, visé par une enquête du parquet national financier qui a confirmé ce mercredi matin une information du Canard enchaîné et de Libération concernant le ministre des Outre-mer. On a également le domicile du ministre délégué au compte public, Olivier Dussopt, qui a été visé par une enquête pour corruption, prise illégale d'intérêt et favoritisme, qui a été perquisitionné mardi 18 août 2020. L'entrée en fonction en juillet 2020 d'Alain Griset, qui est finalement dans le viseur de la justice après des signalements, notamment de la HATVP, pour soupçon d'abus de confiance. Ou encore, plus récemment, c'est Éric Dupond-Moretti, une enquête judiciaire ouverte contre lui. Le très médiatique ministre de la Justice français est soupçonné de prise illégale d'intérêt liée à ses anciennes fonctions d'avocat. On a également ces deux députés La République En Marche qui ont été condamnés. Le 7 juillet 2020, le procureur général de la Cour de cassation a ouvert une information judiciaire du chef d'abstention de combattre un sinistre courant 2019 et 2020 contre Édouard Philippe, alors Premier ministre, Olivier Véran en tant que ministre de la Santé et Agnès Buzyn qui l'a précédé. Je réitère ma question, faites-vous confiance à ce gouvernement ? Un article de France Info nous dit donc que l'ex-ministre est en effet visé par une enquête de la Cour de justice de la République, donc on parle d'Agnès Buzyn, mais que le fait qu'elle ait rejoint l'OMS ne lui permettra pas une immunité diplomatique dans ses affaires judiciaires françaises. En clair, Agnès Buzyn ne peut être poursuivie pour des propos travaux écrits réalisés dans le cadre de sa nouvelle fonction au cabinet de direction de l'OMS. En revanche, elle devra rendre des comptes en cas de poursuite judiciaire en France portant sur ses activités antérieures comme la gestion de la crise sanitaire. On verra réellement si Agnès Buzyn ne sera pas protégée par cette immunité diplomatique. En attendant, je tiens à rappeler l'affaire Catherine Borkovac, qui n'a rien à voir avec Agnès Buzyn et ses agissements, mais par rapport à la protection de l'immunité diplomatique au sein de l'ONU et de ses organisations. Je reviendrai sur cette affaire prochainement, parlant de tous ces scandales liés à des agents de l'ONU, sur le trafic sexuel, sur les viols de filles mineures, sur l'esclavage, sur les réseaux de prostitution, etc. On reviendra, c'est un très gros sujet, mais on reviendra sur ce sujet très important où finalement il n'y a aucune condamnation par rapport à l'immunité diplomatique. Rappelons l'affaire Abdullahi contre Pfizer. Le litige de l'essai Cano-Trovafloxacine est né d'un essai clinique mené par la société pharmaceutique Pfizer en 1996 à Kano, au Nigeria, lors d'une épidémie de méningite à méningocoque. Pour tester son nouvel antibiotique, la trovafloxacine, Trovan, Pfizer a donné à 100 enfants la trovafloxacine, tandis que 100 autres ont reçu le traitement antiméningite de référence, la ceftriaxone, un antibiotique céphalosporine. Pfizer a donné aux enfants une dose considérablement réduite de ceftriaxone, en particulier 33 mg par kg, par rapport à celle décrite par la Food Drugs Administration américaine, information de prescription approuvée. L'allégation est que cela a été fait pour fausser le test en faveur de son propre médicament. Pfizer a affirmé que la dose utilisée était suffisante, même si un essai clinique réalisé par Médecins sans frontières recommande une dose de 50 à 100 mg par kg. 5 enfants ayant reçu de la trovafloxacine sont décédés ainsi que 6 de ceux ayant reçu la ceftriaxone. L'enquêteur principal, Abdulhamid Issa Doutz, a par la suite fourni une lettre d'approbation pour des essais sur des humains qui se sont révélés falsifiés. Le gouvernement nigérien a qualifié le procès de procès illégal d'une drogue non enregistrée. Il a été allégué que les participants et leurs familles n'ont pas été informés qu'ils faisaient partie d'un procès et que Médecins sans frontières offrait le traitement standard dans une autre partie du même bâtiment. Pfizer a reconnu avoir réduit la dose du traitement standard, mais a déclaré que cela avait été fait pour minimiser la douleur au site d'injection et que les taux de mortalité dans les bras trovafloxine et ceftriaxone de son essai étaient inférieurs à ceux traités au chloramphénicol par Médecins sans frontières. Les survivants du procès ont tenté d'intenter un certain nombre de poursuites judiciaires contre Pfizer aux États-Unis. Celles-ci ont abouti à 4 avis judiciaires, les 3 premiers rejetant les demandes pour des motifs de procédure. Selon Ben Goldacre, Pfizer a soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir le consentement éclairé pour les essais expérimentaux de médicaments en Afrique et que toute affaire devrait être entendue au Nigeria.
En mai 2006, le représentant Tom Lantos de Californie, le principal démocrate au comité de relations internationales de la Chambre, a décrit les conclusions d'un rapport compilé sur l'affaire par le gouvernement nigérian comme absolument épouvantable et a appelé Pfizer à ouvrir ses archives. En janvier 2009, la Cour d'appel des États-Unis, pour le deuxième circuit, a statué que les victimes nigérianes et leurs familles avaient le droit de porter plainte contre Pfizer aux États-Unis en vertu du statut alientor. Pfizer a par la suite réglé l'affaire à l'amiable avec un règlement de 75 millions de dollars soumis à une clause de confidentialité. Dans l'ensemble, l'épidémie de méningite de 1996 dans le nord du Nigeria a tué environ 12 000 personnes au cours de la pire épidémie de méningite connue en Afrique subsaharienne. D'autres scandales sur la société pharmaceutique Pfizer. En 2009, Pfizer accepte de verser une amende record de 2,3 milliards de dollars US aux autorités américaines. La société est accusée d'avoir fait la promotion abusive de plusieurs médicaments, le Géodon, le Lyrica et le Zivox, dont un interdit par la Food Drugs Administration. Le Bextra, un médicament contre l'arthrite retiré du marché en 2005 pour des raisons de santé publique, dont de graves effets cardiovasculaires. Le 5 septembre 2016, Jérôme Cahuzac affirme, lors de l'ouverture de son procès, que le compte illégal qu'il avait ouvert en Suisse avait été alimenté. Il parle de 2 versements effectués en 1993 par des fonds venus des laboratoires Pfizer. Et puis je voudrais terminer sur une note positive, celle de tous nos professeurs, médecins, infirmiers, etc., qui sont finalement dans le corps médical et qui cherchent une seule chose, c'est le bien de leurs patients, le bien-être et la bonne santé. Donc ils appliquent finalement le code déontologique, appliquent le serment d'Hippocrate et cherchent des solutions, notamment pour renforcer le système immunitaire. Donc ils savent si il faut administrer un médicament, un vaccin, une thérapie génique, en pesant le pour et le contre. D'accord ? Les bénéfices et les risques. Et là, on a un collectif de médecins qui préconise l'utilisation de la vitamine D et du zinc pour prévenir des formes graves de la Covid. Peut-on prévenir des formes graves de la Covid grâce à la vitamine D et au zinc ? La réponse est oui, selon un collectif de médecins, auteur d'un manifeste destiné à alerter sur l'urgence de renforcer les défenses immunitaires des plus faibles face à l'épidémie. Ni plus ni moins. Arrêtez de les faire paniquer, les gens, ne les mettez pas dans un effet nocebo, faites-les faire du sport, faites-leur prendre de bonnes vitamines, quand on parle de la vitamine D et du zinc, qui serait efficace. Voilà, les médecins savent aussi ce qui est bon pour le patient. Mais si on continue à détruire comme ça psychologiquement et finalement physiquement les patients, les futurs patients, évidemment que quand ils vont arriver et qu'ils vont avoir la moindre maladie qui pouvait être bénigne, va se transformer en grave maladie. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, c'était Phénotics Evolution. On se retrouve très prochainement pour la partie 4 de Nom de code Nouvel Ordre Mondial qui sera sur le lamarckisme, darwinisme qui arrive après au procès de Nuremberg, code de Nuremberg, le consentement libre et éclairé, la notion, également les internements forcés en psychiatrie, sans consentement. On passera également aux électrochocs thérapies ainsi que à la bioéthique, à la bioéconomie, au biomarché. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.